Cher Bénédicte Savoie, cher Bénédicte, c'est un immense plaisir et une grande inquiétude d'être ce soir ici à l'invitation de la Fondation Charles Veillon pour le prix européen de l'essai 2025. Inquiétude puisqu'une telle laudatio s'adresse à une historienne de l'art qui n'a cessé de penser, on vient de le dire, à celles et à ceux qui ne sont plus là, parfois depuis des siècles, mais qui ont créé, qui ont admiré, qui ont vénéré les œuvres qui, elles, par des chemins contournés, sont arrivées jusqu'à nous. C'est la raison pour laquelle, alors que nous nous tutoyons dans la vie, je passerai au vous, afin d'envisager derrière toi la masse des hommes et des femmes que, littéralement, tu représentes aujourd'hui. Car l'ampleur de votre travail universitaire et civique, à la fois, vous a conduit depuis 2018 au moins, et le rapport que vous avez rédigé pour le président de la République française, avec Felwine Sarr, non pas à parler pour les dépossédés de ce qu'on appelle l'art africain, mais à parler avec eux. Votre œuvre est impressionnante et dépasse de très loin le domaine dans lequel vous vous êtes formé, l'histoire de l'art. Pour envisager ses contours, il faut donc vous suivre en train de braconner en histoire, braconner en géographie, braconner en anthropologie, mais aussi en cinéma et en littérature, car il semble que vous ne laissiez jamais aucune de vos lectures ou de vos visionnages absente de votre compréhension du monde. Depuis une petite vingtaine d'années que je vous connais et que je suis votre travail, j'ai vu combien le simple dialogue franco-allemand, comme on dit en France, et en Allemagne j'imagine aussi, initié par la jeune lycéenne du lycée Fénelon de Paris, partie avant la chute du mur en échange en Allemagne, puis s'y installant quelques années plus tard pour y vivre et pour construire là-bas sa vie et une thèse sur les spoliations de biens culturels d'Allemagne par la France de la Révolution et de l'Empire, combien tout cela, ce dialogue franco-allemand, ne pouvait suffire à celle qui s'était déjà donné pour ambition de pousser les murs des musées et de donner du souffle et de la profondeur aux objets qui y avaient été enfermés depuis le XVIIIe siècle. Voilà qui n'a pas dû être évident d'ailleurs dans ce milieu, celui des musées, qui, si l'on vous suit, s'était toujours considéré comme l'ultime station des œuvres, destinée à y séjourner, évidemment, jusqu'à la fin des temps, et cela d'autant plus en France où la loi avait décrété leur caractère inaliénable. Les avez-vous plaints, ces chefs-d'œuvre, d'être ainsi enfermés? Ou bien vous êtes-vous enquise de savoir si l'endroit qui les avait vus naître, les regards qui s'étaient posés sur eux au fil du temps, leur manquaient, surtout pour ceux qui, après une brève période d'intérêt, avaient finalement été relégués dans les réserves? S'attacher à la beauté d'une œuvre, s'intéresser à celui ou à celle qui l'a produite, signifie-t-il pour autant négliger celles et ceux qui, tout au long de l'existence de cette œuvre, l'ont aimée, l'ont oubliée, l'ont regardée, s'en sont détournés après l'avoir admirée, voire l'ont adorée comme on adore l'image d'une divinité qui se dérobe à notre vue. Car une bonne partie de votre travail s'est attachée à voir à travers les œuvres celles et ceux qui les ont regardées avant elles, et de poser à ces œuvres des questions dépassant le questionnement habituel de l'histoire de l'art. Qui vous a vu avant moi? Par quelles mains êtes-vous passé? Pourquoi êtes-vous conservé ici? Et peut-être la plus importante d'entre elles, à qui manquez-vous? Car vous semblez avoir pris le parti des choses. Il suffit de vous avoir écouté comme conférencière invitée pour une série de 4 cours précurseurs à votre nomination au Collège de France pour savoir que vous aimez les œuvres différemment. Ainsi, quand vous y parlez d'un cylindre mésopotamien conservé au Louvre, vous dites, dans le langage des historiens de l'art, le fameux prisme F du Louvre, sur lequel furent gravés les exploits d'Assurbanipal qui rapatria depuis la ville de Suse une statue d'une déesse de la fertilité qui avait été enlevée 1635 ans plus tôt par des ennemis qui étaient jugés indignes d'elle. Vous ouvriez alors pour les auditeurs que nous étions un abîme temporel. Comment peut-on avoir attendu 1635 ans pour récupérer cet objet, vénérer et prier pour son retour? Qu'a donc fait son absence à ses fidèles? Car l'œuvre entrée dans nos musées européens, les œuvres entrées dans nos musées européens ne transmettent pas simplement la beauté que nos regards modernes ont plaquée sur elles. Elles portent en elles des émotions anciennes et la cassure qui a conduit à leur transport ici même où nous les voyons.
Mais pendant trop longtemps, notre histoire de l'art a négligé ce que vous appelez les douleurs fantômes, les émotions douloureuses de l'arrachement au profit de notre seule émotion esthétique, et il faut bien le dire, un peu égoïste. On sait, pour avoir lu Georges Perec, ce que les choses accumulées dans nos maisons et nos environnements disent de nous. Vous imaginez de votre côté la tristesse, voire la douleur de celles et ceux qui les ont vus partir, qui ont vu quitter ces palais, ces œuvres partir des palais, partir des temples, des habitations dans lesquelles des hommes et des femmes dominés ou vaincus, ce jour-là, les avaient pourtant choyés auparavant. S'agissait-il de conquêtes artistiques, comme on l'a dit aimablement, des œuvres prises partout en Europe par la France révolutionnaire ou napoléonienne, de pillage, plus exactement de spoliation, malgré les alertes déclenchées au XIXe siècle par Quatremer de Quincy, par Lord Byron ou par Victor Hugo, ces pratiques prédatrices ont explosé avec les entreprises coloniales européennes, conduisant des milliers, voire des millions d'objets à l'exil. Dans quelles conditions ? On l'a entendu tout à l'heure. Ont-ils été achetés à vil prix, volés, radiés? Sont-ils revêtus du sang de celles et ceux auprès desquels ils se tenaient auparavant? Une belle exposition du musée Branly, du quai Branly à Paris ces temps-ci nous le rappelle à propos de l'expédition africaine Dakar-Djibouti de 1931-33, qui a servi de modèle, pourrait-on dire, à une certaine science coloniale et à une certaine anthropologie. Cette exposition qui ramenait en France des milliers d'objets de désir, comme vous le dites, pour les chercheurs qui la conduisaient. C'est à cela que vous vous êtes attaché, Bénédicte, avec Felwine Sarr, lors du rapport que vous avez remis au président Macron. Comprendre d'où venaient les œuvres africaines qui peuplaient les musées d'Europe, lever le voile sur la présence de l'absence, raconter les trajets et les mécanismes qui ont conduit à les enfermer au cœur de ce que vous appelez la machine musée. Cela ne pouvait pas se passer sans heurts. Je me souviens du grand respect et d'un certain vertige qui a saisi certains professeurs du Collège de France qui accueillaient vos propositions sur les restitutions. Vous étiez si déterminé et si convaincu que vous répondiez à ces maîtres, qui étaient vos maîtres d'une certaine manière, avec un sourire absolument désarmant. Vous répondiez à leurs objections qu'on a tant entendues depuis 2018, mais les pays d'Afrique n'ont pas les moyens de conserver ces œuvres aussi bien que nos institutions. Et votre sourire servait de réponse, d'optimisme d'une certaine manière, en pensant que oui, c'était possible de le faire. Je me souviens aussi de l'accueil contrasté, dirons-nous, fait à votre rapport par les professionnels de la conservation. Or, vous saviez depuis votre première exposition, qui a été organisée à Bonn en 2010 et à laquelle j'ai eu la chance d'assister, que les puissances européennes ayant vaincu Napoléon elles, organisé la restitution de toutes les œuvres pillées par nos armées dans toute l'Europe. Celui-ci n'avait-il pas amené en France 137 000 chartes italiennes pour créer un centre d'archives européen, curieusement, qui devait être installé au bord du Louvre, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le quai Branly. Et le groupe du Laocoon, ce chef-d'œuvre romain, copie d'un marbre grec, a-t-il été simplement, comme le mentionne encore aujourd'hui sa notice Wikipédia, transféré au Louvre en 1798 après le traité de Tolentino, où cette œuvre était considérée comme, je cite encore, l'un des plus parfaits ouvrages qu'ait produit le ciseau, avant qu'en 1815, ce groupe, je cite encore, regagne le Vatican. Mais comment ce groupe a-t-il été transféré au Louvre? Et comment a-t-il regagné le Vatican? C'est ce que vous nous racontiez avec cette exposition, car dès votre thèse en 2000, et encore plus en 2010 à Bonn, vous pensiez que le rêve napoléonien des uns avait été une blessure pour les autres, et que la beauté revendiquée par Vivant Denon, le premier directeur général du Louvre, pour y accueillir les plus grandes œuvres européennes, ne pouvait être la propriété d'un seul peuple, même si ce peuple se disait libéré, égalitaire et fraternel, comme se décrivait la France de la Révolution française. Vous avez compris alors combien l'émotion esthétique, qui justifiait ce que vous nommez les translocations patrimoniales, marchait main dans la main avec la virulence politique, toujours, mais aussi avec la guerre, la virulence guerrière parfois. Et ce n'est pas le temps des colonies qui pouvait contredire cette histoire des choses, pas plus que la Seconde Guerre mondiale avec les spoliations des familles juives. Et que dire, à la fin de la guerre, des transferts à Moscou, des œuvres assemblées dans la capitale du Troisième Reich. Dans À qui appartient la beauté, grâce à vous et à vos travaux, on les voit, ces œuvres, brinque-ballées de Gand à Paris sous la Révolution, comme le retable de l'agneau mystique des frères Von Eyck,
puis à Gand à nouveau avant de se voir démantelé en partie et transporté à Berlin, revenant à Gand à la fin de la Grande Guerre, transporté en Bavière par les nazis, avant d'être finalement récupéré à la fin de la Seconde Guerre mondiale par les Monument Men, immortalisés sur pellicule par George Clooney. La tâche, votre tâche, est devenue vaste comme le monde lui-même après votre rapport sur la restitution du patrimoine culturel africain. Depuis, vous avez engagé avec, je le dis, avec beaucoup de courage, une bataille pour que les musées européens sortent du silence et prêtent attention aux regards et aux voix des dépossédés. Vous avez choisi de retourner aux archives, on vient de le dire, accompagnés par des chercheurs africains, camerounais en particulier, à la recherche des papiers d'identité de plus de 40 000 pièces camerounaises entrées dans les musées européens. Car le but est bien pour vous d'être ému par cette émotion patrimoniale décrite par l'anthropologue Daniel Fabre, mais il s'agit désormais d'une émotion consciente, sachant désormais d'où viennent les pièces qui nous émeuvent. Et ça, c'est totalement différent de ce qu'on a connu auparavant. Et donc de mieux partager le droit au patrimoine. On prête à Anselm Kiefer, un artiste que vous connaissez un peu, puisque c'est le premier artiste sur lequel vous avez travaillé, cette maxime. Vous pourriez être séduit par l'idée selon laquelle l'art peut sauver le monde. Il ne le peut pas. Mais l'histoire de l'art telle que vous la pratiquez, consciente d'elle-même, de son passé, de ses travers, le peut. Elle peut aider à réparer, elle peut aider à redonner de la joie ailleurs que dans nos musées. Elle peut rendre confiantes des sociétés blessées qui aujourd'hui, comme au Bénin, dont les passeports sont désormais ornés des bronzes récemment restitués par la France, acquièrent une fierté à ce patrimoine qu'on finit par leur restituer. Merci Bénédicte d'avoir suivi des chemins de traverse pour nous montrer combien la sensibilité aux belles choses, comme l'écrivait Quatremère de Quincy, gagne à être partagée.